Il y a une certaine date qui ne me laisse pas en paix. Peu importe le nombre de fois où j'essaye de l'enfermer dans un tiroir lointain de ma mémoire. Elle revient. Elle revient avec la même régularité inquiétante que reviennent certains cauchemars. Certains visages, certains mots que quelqu'un a prononcés à voix basse et qui ont pourtant résonné dans la poitrine comme un coup de tonnerre. Cette date est le 12 novembre 2022. Il était tard. À Pampelune. Minuit était déjà passé. Et j'étais assis, depuis des heures, sur des papiers que je m'étais promis de ne plus jamais toucher. Des vieux papiers, des notes datant d'il y a des années. Certaines, avec des dates, si l'encre avait commencé à pâlir. Comme si le temps voulait effacer ce que j'avais écrit avant que quiconque d'autre ne puisse le lire. Il y avait là une phrase soulignée 2 fois d'un trait épais. Soudain, presque violent, que j'avais moi-même écrite à un moment que je ne pouvais plus définir exactement. Elle résonnait ainsi: le match le plus regardé de l'histoire de l'humanité sera un signe, et en dessous, entre parenthèses, d'une écriture plus petite et plus tremblante, comme si la main qui l'écrivait n'était pas tout à fait sûre de vouloir vraiment laisser ces mots sur le papier. Ferme tes portes avant que ça ne commence. Je ne me souvenais pas avoir écrit cela. Et pourtant c'était mon écriture, mon stylo, mon papier, là, mon ami, a été le début de tout, ou peut être que le début de tout était arrivé bien plus tôt. C'est seulement que je n'avais pas été capable de le percevoir jusqu'à cette nuit-là. Avant d'aller plus loin, je dois te demander quelque chose, non pas en tant que producteur, non pas en tant qu'animateur, non pas en tant qu'algorithme te demandant d'appuyer sur un bouton. Je te le demande en tant que celui que je suis, en tant qu'homme qui a passé des décennies à étudier ce que les autres préfèrent ignorer, un homme qui a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir et qui, malgré tout, est toujours là, toujours debout, toujours en train de raconter. Si ce que tu es sur le point d'entendre a du sens pour toi, si tu sens que dans ces mots il y a quelque chose qui touche une corde que tu protèges habituellement très soigneusement, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche, non pas parce que la chaîne en a besoin, mais parce que ce qui va suivre mérite que tu sois présent, totalement présent, et cette petite cloche est ta façon de me dire: oui, je suis là, je t'écoute. Bon, allons plus loin, je dois t'emmener en arrière. Loin, non pas tant dans le temps que dans l'espace intérieur, vers le lieu où nous gardons les choses que nous ne savons pas nommer, il y a de nombreuses années, dans le cadre d'une enquête qui concernait initialement quelque chose de totalement différent, des observations en mer Méditerranée dont j'avais été informé par des sources militaires que je préfère ne pas mentionner pour le moment. J'ai commencé à recevoir ce que, par commodité, j'avais décidé d'appeler alors des signaux de convergence. Je n'aime pas ce terme. Il est froid, clinique, presque technique. Mais à l'époque, je n'en avais pas de meilleur. Les signaux de convergence sont des situations ou des données provenant de sources totalement indépendantes, des personnes qui ne se connaissent pas, des documents issus de différentes époques, convergent en un seul point avec une précision qu'il est statistiquement impossible d'attribuer au hasard. C'est exactement ce que j'observais. L'une de ces lignes de convergence, l'une des plus étranges, pointée de manière répétée et inquiétante vers un événement sportif, vers le football, vers la Coupe du Monde de football. Pour la première fois, cette référence apparaît dans mes notes en 2006, 6 ans avant le Qatar. J'étais à Buenos Aires. C'est un homme que j'appellerai l'ingénieur, car c'est exactement ainsi qu'il m'a demandé de le désigner si jamais je racontais son histoire, ce que je n'avais pas la moindre intention de faire à ce moment-là. L'ingénieur était un homme mince d'environ 60 ans, parlant calmement, doté de ce genre de sérénité qui ne n'est pas du caractère, mais d'une peur surmontée. Il m'avait contacté par l'intermédiaire d'un intermédiaire, un journaliste uruguayen qui connaissait mon travail et m'avait dit des mots dont je me souviens exactement:
Cet homme a quelque chose que tu devrais écouter. Et si toi, tu ne l'écoutes pas, personne d'autre ne le fera de la bonne manière. Je suis allé à Buenos Aires. J'ai rencontré l'ingénieur dans son appartement de Palerme, au 4e étage, avec vue sur une cour intérieure où un chat orange dormait sur un pot de fleurs. Ce chat, pendant toute la conversation, me fixait avec une insistance qui me mettait mal à l'aise. Je sais que c'est un détail ridicule. Malgré tout, elle inclus, car les choses ridicules dans ce genre d'histoire s'avèrent presque toujours ne pas être si ridicules que ça. L'ingénieur m'a dit qu'il avait travaillé ou travaillait toujours dans le département d'analyse prédictive d'une entreprise de télécommunications basée en Suisse et opérant dans plusieurs pays d'Amérique latine. Il ne m'a pas donné le nom de l'entreprise. Il a dit que dans son travail, il s'occupait d'algorithmes de prédiction de comportements de masse, de modèles mathématiques conçus pour pronostiquer les tendances de consommation, les changements d'audience et les schémas d'attention collective. À un moment donné, Vars 2014, alors qu'il analysait les données d'audience mondiale liées à la Coupe du Monde au Brésil, son système a commencé à générer des anomalies. Non pas une anomalie technique, non pas une erreur dans le code, mais une anomalie sémantique. L'algorithme conçu pour identifier les schémas de comportement humain à grande échelle avait détecté quelque chose que les techniciens ne savaient pas classifier. En Internet, ils ont appelé cela un événement de synchronie maximale et le modèle prédisait, avec une marge d'erreur inférieure à 3%, que cet événement se produirait pendant la Coupe du Monde de football disputée dans un pays arabe en 2022, en novembre ou décembre. Le système ne définissait pas ce qui se passerait exactement pendant cet événement. Il indiquait seulement que l'attention de toute l'humanité se concentrerait sur un seul point avec une intensité sans précédent dans l'histoire documentée de la communication humaine. Et le point de cette convergence ne serait pas le match lui-même. Ce serait quelque chose qui se passerait pendant le déroulement du match, pendant un temps que je n'ai pas pu mesurer. J'ai regardé l'ingénieur. Le chat orange continuait de m'observer depuis la fenêtre. Dehors, dans la cour, quelqu'un a commencé à arroser une plante avec un tuyau, et le bruit de l'eau frappant le sol en béton a rempli le silence de la pièce d'une manière qui m'a semblé extraordinairement réelle, extraordinairement matérielle, comme si le monde ordinaire soulignait sa propre existence face à ce que je venais d'entendre. J'ai demandé à l'ingénieur ce qu'il avait fait de cette information. Il a répondu qu'il l'avait archivée, que ses supérieurs l'avaient archivée et que personne dans l'entreprise ne voulait en parler, car les modèles de prédiction des comportements de masse avaient des applications commerciales et juridiques très concrètes et qu'une prévision de ce genre n'entrait dans aucune d'elles. J'ai demandé s'il existait une copie de cette analyse. Il a dit que oui. Il a dit qu'il l'avait. Il a dit qu'il me la transmettrait si je promettais de ne pas la publier avant que l'événement ne se produise ou ne se produise pas. I promise. Il m'a donné une petite clé USB noire de la taille d'un pouce. Je l'ai cachée dans la poche antérieure de ma veste et je ne l'ai rouverte que 3 mois plus tard, par un après-midi pluvieux à Bilbao. Alors que j'avais presque oublié son existence, le contenu de la clé USB m'a pris de nombreuses semaines, non pas parce que les données étaient difficiles à comprendre, mais parce que plus je les comprenais, plus il m'était difficile d'accepter ce que je comprenais. Les fichiers contenaient le rapport technique original, les modèles mathématiques et les graphiques de convergence que même moi, n'étant pas mathématicien, je pouvais reconnaître comme quelque chose d'extraordinaire. Il contenait également une série de notes internes de l'entreprise et quelques messages électroniques échangés entre les techniciens et les directeurs. Ces messages révélaient que la découverte avait provoqué au sein de l'entreprise une inquiétude bien plus grande que ce que l'ingénieur m'avait transmis lors de notre rencontre. Il y avait un email d'un directeur dont le nom avait été partiellement effacé, probablement par l'ingénieur lui-même avant de me le donner. Dans ce message, il était écrit textuellement en anglais que l'équipe devait arrêter d'en parler, que ce n'était pas son rôle d'interpréter ce que disaient les données
lorsque les données indiquaient quelque chose qui n'avait pas d'application pratique. Et si quiconque révélait ces informations à l'extérieur, les conséquences seraient irréversibles. On a utilisé exactement ce mot. Il y a des mots qui n'ont pas besoin de contexte pour révéler leur véritable poids. Irréversible est l'un d'eux. Cependant, ce qui m'a le plus inquiété dans le contenu de la clé USB, ce n'était ni le rapport technique ni les messages des directeurs. C'était un document joint tout à la fin, qui avait apparemment été ajouté personnellement par l'ingénieur, indépendamment des documents de l'entreprise. C'était une liste de 17 références historiques, littéraires, religieuses et prophétiques que l'ingénieur avait rassemblées de son propre chef. Apparemment, à la suite d'une enquête personnelle menée en parallèle avec son travail technique, toutes ces références provenaient de sources aussi diverses que le livre de Daniel, les écrits de Joachim de Fiore, un texte talmudique, un manuscrit médiéval d'origine inconnue conservé à la bibliothèque du Vatican auquel on ne peut accéder qu'avec une autorisation spéciale. Une lettre privée de l'astronome Johannes Kepler écrite en 1620. Les journaux non publiés d'un moine tibétain traduits en anglais dans les années 70. Et plusieurs récits concernant des expériences de mort imminente rassemblés par le médecin Raymond Moody au cours de ses recherches dans les années 80. Tout, je le répète, contenait une référence à un moment de l'histoire de l'humanité où l'attention collective de toute l'humanité serait concentrée sur un seul point. Ce point devait fonctionner comme une sorte d'ouverture, de fissure, de membrane qui reste fermée en temps normal, mais qui, sous le poids d'une tension collective d'une telle force, pourrait devenir perméable. Perméable, c'est précisément le mot que l'ingénieur avait écrit à la main dans la marge de la dernière page de la liste, en grandes lettres soigneusement formées, comme s'il voulait s'assurer que ce mot précis ne passe pas inaperçu. Il ne disait pas pourquoi elle serait perméable. Ou peut-être le disait-il, mais d'une manière si indirecte, si enveloppée de couches de références et de symboles, qu'il m'a fallu de nombreux mois de travail pour commencer à le percevoir. Permets-moi de te raconter maintenant quelque chose qui se produit en parallèle, car les histoires vraiment importantes n'ont jamais un seul fil narratif. Pendant que s'analysait le contenu de la clé USB de l'ingénieur, je continuais à recevoir de manière sporadique mais persistante ce que j'ai appelé des signaux de convergence. L'un d'eux est venu d'une source à laquelle je ne me serais jamais attendu. Il est venu d'un prêtre jésuite que je connaissais depuis de nombreuses années. Un homme d'une intelligence et d'une intégrité remarquables, que j'avais eu l'occasion de vérifier à de nombreuses reprises au cours de notre relation, un matin d'octobre 2017. Il m'a appelé sans prévenir et a demandé à me voir. Je l'appellerai le Père Alphonse. Ce n'est pas son vrai nom, mais c'est sous ce nom qu'il aime que je parle de lui. Le Père Alphonse a fixé le rendez-vous dans un café du centre de Madrid, près de la Gran Via, un mardi à 11h du matin, alors que le local était presque vide. Il est arrivé avec 5 minutes de retard, ce qui était inhabituel chez lui, et est apparu avec une expression faciale que je ne lui avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas exactement de la peur. C'était quelque chose qui ressemblait davantage au visage d'un homme qui a décidé de franchir une porte et sait que, de l'autre côté, il ne sera plus capable de la refermer. Il a dit qu'il voulait me parler de quelque chose qui s'était produit pendant un exercice de méditation contemplative, une pratique qu'il effectuait régulièrement dans le cadre de sa formation spirituelle. Il a dit que pendant cet exercice, avec une vivacité et une clarté sans précédent dans ses plus de 30 ans d'expérience de méditation, il avait reçu quelque chose qu'il ne pouvait décrire que comme un message, non pas une vision, non pas un rêve, un message, comme si quelqu'un lui parlait directement avec des mots en langue espagnole, d'une voix qui n'était pas la sienne, mais qui n'était pas non plus totalement étrangère. Elle était plus semblable à une voix intérieure portée à sa puissance maximale, à la voix que nous entendons pendant la lecture, quand soudain une phrase nous arrête net parce que nous sentons qu'elle a été écrite précisément pour nous
Il a dit que le message lui avait transmis deux choses. Premièrement, que dans l'histoire proche viendrait un moment où toute l'humanité regarderait au même endroit, au même instant. Deuxièmement, qu'à ce moment-là, ce qui est habituellement séparé cesserait de l'être. Que le voile, il a utilisé exactement ce mot, le voile deviendrait plus mince que jamais et que cela pourrait être une chance ou une menace. Selon ce qui se trouverait de l'autre côté du voile à cet instant et selon la manière dont nous, les êtres humains vivant alors, serions préparés à le recevoir, c'est alors que, pour la première fois, je lui ai parlé de l'ingénieur, de la clé USB, de l'événement de synchronie maximale. Je lui ai parlé de la liste de 17 références. Le père Alphonse m'a écouté sans m'interrompre. Avec cette capacité de pleine concentration que possèdent les jésuites bien formés et que j'ai toujours considéré comme l'un des plus grands dons de l'homme. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant un certain temps. Puis il a pris la tasse de café qui était restée intacte devant lui depuis son arrivée. A bu une gorgée et a dit « Je n'en suis pas surpris », car dans les archives de notre ordre se trouvent des documents qui pointent dans la même direction. Des documents qui ne sont pas publics. Des documents conservés depuis des siècles avec la même discrétion avec laquelle on conserve les choses que l'on ne peut pas détruire, mais que l'on ne peut pas non plus montrer à tout le monde. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas me les montrer, mais qu'il pouvait confirmer leur existence et que la référence à ces moments de convergence universelle avait toujours été accompagnée du même avertissement « ferme tes portes », non pas au sens métaphorique, ou du moins pas exclusivement métaphorique. Ferme tes portes, car lorsque le voile devient plus mince, ce qui passe d'un côté à l'autre ne le fait pas toujours avec de bonnes intentions. Maintenant, je dois te demander de t'arrêter un instant avec moi. Je sais ce que tu penses. Je sais qu'une certaine partie de toi, celle qui a appris à survivre dans ce monde grâce à la raison, au pragmatisme et à une touche de scepticisme face à tout ce qui ne peut pas être vérifié avec un mètre ou une calculatrice. Lève la main et dis « Attends ». Un algorithme d'entreprise, un prêtre ayant une vision, une liste de références historiques sur une clé USB. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec le football? Qu'est-ce que cela a à voir avec la Coupe du Monde? Et qu'est-ce que cela a à voir avec Dieu? Ce sont des questions légitimes. Ce sont exactement les questions que je me suis posées pendant des années. Et la réponse, je t'en avertis, ne satisfera pas cette partie de toi qui désire des certitudes propres, égales et ordonnées. Elle fera cependant quelque chose de plus intéressant que de la satisfaire, elle la remettra en question. Et le doute envers ses propres certitudes est le premier pas vers la véritable compréhension. Allons plus loin. Entre 2017 et 2022, j'ai systématiquement mais discrètement rassemblé tout ce que j'ai pu trouver sur le point de convergence que l'ingénieur appelait l'événement de synchronie maximale, et que le père Alphonse décrivait comme le moment où le voile devient plus mince. Ce que j'ai trouvé devenait de plus en plus inquiétant, plus que ce à quoi je m'attendais, non pas parce que les données elles-mêmes étaient extraordinaires. Bien que certaines le fussent, le plus inquiétant n'était pas la nature de chaque donnée, mais le schéma de leur répétition, cette même idée, formulée de manière totalement différente et dans des contextes totalement différents, apparaissait encore et encore, comme si le cosmos était obstiné à ce que quelqu'un la rassemble avant que le bon moment n'arrive. Et ce quelqu'un, pour des raisons que je ne peux attribuer à aucun mérite personnel, semblait être moi. L'un des éléments les plus énigmatiques est apparu en 2019 par l'intermédiaire d'un chercheur israélien que j'avais rencontré lors d'une conférence consacrée à la phénoménologie de l'inconscient, collectif organisé à Vienne. Il s'occupait d'analyser les schémas dans les textes sacrés en utilisant des méthodes informatiques, quelque chose qui est connu sous le nom d'analyse des écritures assistée par intelligence artificielle. C'est un domaine relativement jeune et extrêmement controversé, tant dans les cercles religieux que scientifiques, ce qui, comme cela arrive souvent avec les choses qui suscitent la controverse aux deux extrémités du spectre,
est en soi un indice qu'il s'y trouve quelque chose d'important. Ses chercheurs, que j'appellerai David, car c'est en effet l'un de ses prénoms, bien que je ne dise pas lequel, m'a montré les résultats d'une analyse menée par son équipe sur le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel et l'Apocalypse de Saint Jean. Il cherchait des schémas mathématiques de codage dépassant l'interprétation théologique conventionnelle. Dans cette analyse, leur système informatique a identifié une séquence répétitive convertie en paramètres temporels selon le système de calendrier hébraïque, pointé vers une période précise correspondant à novembre-décembre 2022. La séquence n'écrivait pas un événement concret. Elle décrivait un état d'ouverture. Elle utilisait un mot hébreu que David a traduit en espagnol par « le moment où tous les regards se lient ». À côté de la description de cet état, dans les trois textes analysés indépendamment, apparaissait toujours la même recommandation, formulée un peu différemment, mais sémantiquement identique, que celui qui sait se réfugie, que celui qui comprend protège les siens. Ferme tes portes, à nouveau, dans un texte ayant plus de 2000 ans. Dans une analyse informatique menée par une équipe de chercheurs à Jérusalem en 2019, apparaissaient les mêmes mots que le père Alphonse m'avait transmis dans un café madrilène en 2017. Les mêmes mots que j'ai trouvé écrits de ma propre écriture sur mes propres papiers en novembre 2022. Et puis est arrivée la Coupe du Monde. La Coupe du Monde au Qatar en 2022. La première disputée en novembre et décembre. En dehors de la période estivale habituelle, déplacée en raison des conditions climatiques du Moyen-Orient. La première disputée dans un pays arabe. La première entourée de controverses d'une échelle si globale qu'elles sont générées. Avant même le début. Un niveau d'intérêt médiatique sans précédent. Boycotts. Débats éthiques. Scandales. Polémiques. Tout le monde. Absolument. Tout le monde avait un avis sur cette Coupe du Monde avant que le premier ballon ne soit frappé, et c'est précisément cela, tu comprends, c'est exactement cela qu'avait prévu l'algorithme de l'ingénieur. Non pas que la Coupe du Monde serait l'événement de synchronie maximale, mais qu'elle deviendrait la scène, le récipient, l'écran sur lequel toute l'humanité dirigerait son attention collective. 1 milliard de personnes, 2 milliards de plus, regardant les mêmes points au même instant, avec la même intensité pendant des semaines. Un niveau de concentration de l'attention humaine sur un seul objet, que l'algorithme avait défini comme le déclencheur d'un état d'ouverture perméable. Au beau milieu de tout cela, il s'est produit quelque chose qui a changé ma compréhension de tout ce que je rassemblais. Cela s'est produit pendant la finale. Le 18 décembre 2022, l'Argentine contre la France, un match que le monde a regardé comme il n'avait jamais regardé aucun match de football auparavant. Je ne parle pas seulement des chiffres d'audience. Je parle de quelque chose de plus profond, de plus difficile à mesurer. Je parle de la qualité de l'attention. Il y a une différence entre 1 milliard de personnes assises physiquement devant un écran et 1 milliard de personnes émotionnellement présentes dans ce qu'elles regardent. Le second cas est incomparablement plus rare. Et ce 18 décembre, quelque chose dans l'atmosphère du match a réussi à provoquer précisément ce second cas. Je le sais parce que je l'ai ressenti moi-même. Je le sais parce que des personnes de 6 pays différents avec qui j'ai parlé plus tard l'ont décrit. Je le sais parce qu'il existe des registres, des mesures de l'activité sur les réseaux sociaux et des analyses de l'expression collective en temps réel montrant que pendant environ 4 heures, ce 18 décembre 2022, l'humanité était plus unie dans son attention que jamais auparavant dans l'histoire mesurable de la communication. Mais ce n'est pas de cela que je vais te parler. Ce n'est que le contexte. Je vais te raconter ce qui s'est passé cette nuit-là. Quand j'ai regardé le match, en Espagne, minuit était déjà passé quand les tirs au but ont commencé. J'étais seul. La télévision était allumée. Je tenais à la main un verre d'eau et je ressentais ce genre particulier de tension étrange qui apparaît quand un homme sait qu'il est le témoin de quelque chose d'historique.
même s'il ne sait pas exactement dans quel sens, c'est historique. Au moment où Gonzalo Montiel a posé le ballon sur le point de penalty pour tirer le coup décisif qui allait faire de l'Argentine le champion, j'ai ressenti quelque chose que je ne peux décrire autrement. J'ai senti que la pièce avait changé. Non pas physiquement, aucune lumière n'est apparue. Il n'y a eu aucun son. La température n'a pas changé, mais la densité de l'espace dans la pièce a changé d'une manière que je peux décrire, bien que je sache qu'aucune description ne sera capable de la saisir pleinement. C'était comme si soudainement il y avait plus dans la pièce qu'une seconde auparavant. Plus de présence, plus de poids, rien de menaçant, rien d'effrayant, simplement plus. Comme si quelque chose qui se trouve habituellement de l'autre côté d'une frontière très mince avait fait un pas vers nous, et c'est alors que mon téléphone a sonné. C'était le père Alphonse. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus de 6 mois. J'ai décroché. Je n'ai rien entendu. Lui non plus n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis, de cette même voix calme, avec laquelle il m'avait parlé 5 ans plus tôt dans ce café de Madrid, il a prononcé une seule phrase, « Tu le sens », et il a raccroché. Je n'ai dormi ni cette nuit-là, ni la suivante. J'ai passé ce soir à tout passer en revue la clé USB de l'ingénieur. Non note de la conversation avec le père Alphonse. Les analyses de David sur les textes sacrés. La liste de 17 références rassemblées par l'ingénieur. Et au cours de cette révision nocturne, le cœur accéléré et les mains légèrement tremblantes. J'ai commencé à découvrir quelque chose que je n'avais pas perçu auparavant. Ou peut-être que je l'avais perçu, mais que j'avais préféré ne pas le voir. Les références de la liste de l'ingénieur concordaient non seulement dans la description du moment d'ouverture, elles concordaient aussi dans quelque chose de plus. Elles concordaient quant à ce qui devait arriver après. Car l'ouverture du voile, le moment où tous les regards se lient et où la membrane entre le visible et l'invisible devient perméable, n'était présentée dans aucune de ces sources comme un événement neutre. Elle était décrite comme une fenêtre s'ouvrant des deux côtés. Les sources ne différaient pas sur le fait de savoir si la fenêtre s'ouvrirait. Elles différaient sur la direction dans laquelle l'énergie s'écoulerait à travers elle. Certaines sources disaient que cet écoulement dépendrait de la qualité intérieure des personnes présentes au moment de l'ouverture, de leur état d'esprit, de leurs intentions, de leur niveau de conscience, si à cet instant l'humanité était plongée dans la peur, la violence, l'avidité ou l'indifférence. Ce qui franchirait le seuil depuis l'autre côté serait quelque chose qui amplifierait ces fréquences. Si à cet instant l'humanité se trouvait dans un état de joie véritable, de lien, d'amour partagé, ce qui franchirait le seuil serait quelque chose d'autre, quelque chose qui amplifierait précisément ces fréquences. Et c'est là que j'ai compris la Coupe du Monde n'était pas seulement une scène. La Coupe du Monde était un catalyseur. Non pas parce que le football est sacré, bien que certains diraient que dans certains coins du monde, il est presque aussi sacré que n'importe quelle religion, mais parce que le football, dans sa forme la plus pure, est l'une des rares activités humaines capables d'éveiller, simultanément, une joie véritable chez des centaines de millions de personnes. Une joie non gérée, non médiatisée, non produite par l'industrie du divertissement selon un scénario préparé à l'avance, une joie spontanée, sauvage, partagée, naissant simultanément du corps et de l'âme. La joie après un but marqué, l'agonie après un penalty manqué, l'étreinte entre des inconnus, les larmes d'un homme de 45 ans qui n'avait pas pleuré depuis la mort de son père, mais qui pleure maintenant sur le canapé de sa maison, parce que 11 jeunes gens sur un terrain de pelouse synthétique saoulé. Soleil du Qatar venait de réaliser l'impossible. C'est précisément cela qui faisait de la Coupe du Monde le récipient idéal pour l'événement de synchronie maximale. Mais si la qualité de l'énergie au moment de l'ouverture était la joie partagée d'un milliard de personnes, qu'est-ce qui a réellement franchi le seuil? Et pourquoi l'avertissement disait-il « Ferme tes portes ici ». L'histoire devient plus compliquée et ici je dois te demander de continuer à m'accompagner
car je sais que nous entrons sur un terrain inconfortable. Je sais que ce que je vais dire peut résonner comme un délire. De la numérologie déguisée en théologie, de la pseudo-science vêtue des habits d'une enquête. Je te prie de suspendre ce jugement encore 5 minutes. Seulement 5. Après, tu décideras. Les sources parlant de l'état d'ouverture ne s'accordaient pas sur tout, mais il existait un point sur lequel elles convergeaient sans exception. Toutes décrivaient que ce qui franchit le seuil au moment de l'ouverture n'est pas une créature, n'est pas un dieu, des anges ou des démons au sens iconographique et littéraire que ce mot évoque habituellement. Ce qui franchit le seuil est une information d'une densité et d'une vitesse pour lesquelles l'esprit humain ordinaire n'est pas préparé sans une préparation préalable. Une information qui peut être reçue comme une révélation si le receveur est prêt, ou comme une perturbation s'il ne l'est pas. L'avertissement « ferme tes portes » n'était pas un ordre de se cacher ou d'avoir peur. C'était un ordre de discernement, de sélection, de ne pas laisser entrer tout ce qui frappe à la porte simplement parce que cela frappe doucement ou avec une voix familière. Permets-moi de l'expliquer autrement, car je sais que dit de cette façon, cela résonne de manière abstraite jusqu'à l'inutilité. Imagine que tu as une antenne. Nous l'avons tous. C'est l'antenne de ta perception, de ta sensibilité, de ton intuition, de ta capacité à te connecter à quelque chose de plus grand que toi. Dans des conditions normales, l'antenne reçoit des signaux faibles, diffus, qui atteignent rarement une intensité suffisante pour influencer ta vie quotidienne. Mais au moment où l'attention d'un milliard de personnes se concentre sur un seul point en même temps, l'antenne reçoit une impulsion d'une puissance inédite. Et une antenne qui reçoit soudainement un signal 1000 fois plus fort que d'habitude fait l'une de ces deux choses, soit elle le traite si elle y est préparée, soit elle subit une surcharge et commence à capter le bruit sans discernement. Le bruit capté par une antenne surchargée n'est pas inoffensif. Il est confusion. Il est une personne cause claire. Il est le sentiment que quelque chose a sensé, mais tu ne sais pas quoi. Il est une ouverture involontaire à des influences qui, dans des conditions normales, ne pourraient pas franchir ton seuil. Fermer tes portes ne signifie pas s'isoler du monde. Cela signifie calibrer l'antenne avant le pic du signal. Cela signifie entrer dans le moment d'ouverture maximale avec une intention consciente et non par l'automatisme des habitudes ou l'agitation provoquée par la peur. Si c'était tout ce que j'avais à te raconter, si cela constituait les limites de ce que j'ai étudié et vécu, j'admettrais moi-même que cela ne suffit pas à justifier la promesse contenue dans le titre de la vidéo. Le titre dit que la Coupe du Monde a confirmé les signes que Dieu m'a révélés, et je dois être honnête avec toi en expliquant le sens de cette déclaration. Je ne dis pas que Dieu m'a parlé d'une voix audible. Je ne dis pas que j'ai eu une vision cinématographique avec des effets de lumière et de cœur céleste. Je parle de quelque chose de plus subtil et de plus difficile à rejeter. Du fait que tout au long de ces années de recherche, de conversations, de documents, de notes prises lors de nuits blanches, d'appels téléphoniques inattendus et de coïncidences statistiquement impossibles, une compréhension a commencé à se former en moi que je ne peux attribuer uniquement à mon travail intellectuel. Une compréhension venant de l'extérieur vers l'intérieur, s'installant en moi comme s'installent les certitudes les plus profondes, non pas par le raisonnement, mais par une expérience que je pourrais qualifier de révélation si je ne craignais pas que ce mot, si lourd, si souvent utilisé et si déformé, n'obscurcisse plus qu'il n'éclaire. Je suis cependant resté avec ces notes à la main, avec ma propre écriture, avec cette phrase dont je ne me souvenais pas avoir jamais écrite: le match le plus regardé de l'histoire de l'humanité sera un signe, et c'est alors qu'a commencé l'épreuve du feu de tout ce que j'avais rassemblé. Car la Coupe du Monde n'a pas seulement confirmé l'événement de synchronie maximale en termes d'audience statistique, elle a confirmé quelque chose d'autre, quelque chose qu'aucun algorithme de prédiction de comportement de masse, quelle que soit sa conception avancée, ne pouvait prévoir,
quelque chose que l'on ne peut comprendre que si l'on est prêt à accepter que la réalité possède des couches pour la mesure desquelles la science conventionnelle n'a toujours pas d'outils, ce que la Coupe du Monde au Qatar a confirmé d'une manière pour moi univoque, c'est que le niveau de perturbation psychique, spirituelle et émotionnelle au cours du mois suivant sa conclusion était statistiquement anormal à un point qui n'a pas d'explication ordinaire. Je parle de données rassemblées par mes soins auprès de sources indépendantes dans 12 pays différents. Des données concernant l'augmentation du nombre de consultations liées à la santé mentale. De l'augmentation du nombre de signalements d'expériences inhabituelles. De rêves répétitifs. De sensations de présence. D'épisodes de dessin vus d'une intensité inhabituelle. De l'augmentation du nombre de personnes qui, en janvier 2023, déclarait avoir pris des décisions de vie importantes changements de travail, rupture, conversion religieuse, déménagement, démission, des décisions prises soudainement et avec une clarté que ces personnes elles-mêmes décrivaient comme si elles avaient subitement reçu l'information qu'elles cherchaient depuis toute leur vie. Quelque chose s'est produit, quelque chose que l'on ne peut décrire que comme une augmentation collective de l'intensité de la vie intérieure, un volume plus élevé, un contraste rehaussé. Ce qui était flou auparavant est devenu net. Ce qui était supportable auparavant a cessé de l'être. Ce qui était invisible auparavant a pris des formes. Était-ce la menace contre laquelle mettait en garde l'ordre de fermer les portes? Pas tout à fait. L'avertissement ne disait pas que l'ouverture elle-même était mauvaise. Il parlait de l'importance de la préparation, de la différence entre recevoir une révélation les yeux ouverts et avec une intention claire, ou la recevoir de manière inattendue, sans préparation, de sorte qu'au lieu de t'éclairer, elle t'accable. Les personnes qui, en janvier 2023, ont pris des décisions de vie avec une clarté nouvellement acquise, ont franchi le seuil avec une antenne calibrée. Consciemment ou inconsciemment, les personnes qui, au cours de cette même période, ont éprouvé de la confusion, de la peur, de la désorientation et le sentiment de perdre pied, ont été surprises par le signal sans s'être préparées à le recevoir. Et ici, j'en viens au cœur de ce que je veux te dire, au cœur de ce que cette histoire doit être, au-delà du mystère, du récit et de l'enquête. Si toutes ces sources, l'algorithme de l'ingénieur, le message du Père Alphonse, les analyses de David, les documents des jésuites, les textes sacrés de 3 cultures différentes pointent dans la même direction. Si cette direction dit que dans l'histoire de l'humanité, il existe des moments où le tissu de la réalité devient plus perméable, plus malléable et plus intense. Et si dans ces moments la qualité de ton état intérieur détermine quel type d'information tu recevras et de quelle manière tu la traiteras, alors la question n'est pas de savoir si le prochain événement de synchronie maximale se produira. La question est seras-tu préparé quand il viendra, avant que tu ne me dises que le prochain événement pourrait être lointain, qu'il ne se produira peut-être pas de ton vivant, que tout cela est trop vague pour constituer un conseil pratique et utile. Permets-moi de te dire 2 choses. Premièrement, l'ingénieur m'a dit que son modèle ne prédisait pas un unique événement de synchronie maximale. Il prédisait des cycles. Le Qatar était le premier de toute une série. Le modèle indiquait que ces événements allaient s'accélérer, que les intervalles entre eux allaient devenir plus courts, que ce qui, au XXe siècle, nécessitait des décennies pour se répéter, au XXIe siècle nécessiterait des années, que nous entrons dans une époque où la perméabilité ne sera pas une anomalie, mais un état croissant. Deuxièmement, la fermeture des portes n'est pas une action que l'on accomplit au moment de l'ouverture. C'est une pratique continue. C'est la construction quotidienne d'un seuil conscient entre toi et le bruit du monde. Non pas pour s'isoler du monde, mais pour pouvoir y vivre sans être emporté par lui, pour conserver en soi un centre solide à partir duquel on peut recevoir des signaux sans être dévoré par eux. Juste, j'ose le dire,
l'une des instructions les plus anciennes de l'humanité. Elle apparaît dans la Bhagavad Gita. Elle apparaît dans les évangiles. Elle apparaît dans les enseignements des soufis. Elle apparaît dans la pensée stoïcienne. Elle apparaît dans les écrits des mystiques du Carmel. Elle apparaît, bien que dans un autre langage, dans le cadre contemporain de la psychologie transpersonnelle et dans les recherches de Carl Gustav Jung sur l'inconscient collectif. Cette convergence d'instructions à travers les cultures et les siècles n'est pas un hasard. C'est une preuve. La preuve qu'il existe quelque chose dans la nature de l'existence humaine qui rend cette instruction nécessaire, urgente, et fait qu'elle est répétée encore et encore, jusqu'à ce que quelqu'un l'écoute. Je ne l'ai pas entendu en une seule fois. Je l'ai entendu au fil des ans par l'intermédiaire de l'ingénieur argentin qui m'a donné une clé USB dans son appartement de Palerme. Par l'intermédiaire du prêtre jésuite qui m'a appelé alors que Gonzalo Montiel courait dans les bras de Messie, par l'intermédiaire du chercheur israélien au Congrès de Vienne, par l'intermédiaire de pages jaunies écrites de ma propre écriture dont je ne me souvenais pas avoir écrite, par l'intermédiaire du chat orange qui m'observait trop intensément depuis son pot de fleurs, par l'intermédiaire de la densité changeante de la pièce pendant la nuit de la finale de football, je l'ai entendu de toutes ces manières, parce que, manifestement, j'avais besoin de l'entendre dans chacune d'elles pour qu'elle m'atteigne vraiment, pour qu'elle atteigne cette profondeur où l'on ne se contente pas de comprendre les choses, mais où on les sait, tout simplement. Maintenant, je te la transmets, car c'est précisément ce que je fais. C'est ce que j'ai fait pendant des décennies. Rassembler ce qui ne devrait pas être perdu et le transmettre à ceux qui veulent le recevoir, sans garantie, sans certitude absolue, sans autre confirmation qu'une vie entière consacrée à la recherche honnête de ce que les autres préfèrent ne pas chercher. Ferme tes portes, non pas par peur, mais avec conscience, avec intention, en reconnaissant que tu es une antenne, que le volume du signal va augmenter, que le monde entre dans une époque de perméabilité croissante et que la différence entre accepter cette perméabilité comme une révélation ou l'accueillir comme un chaos dépend en grande partie de la clarté avec laquelle tu y entreras. Il y a cependant quelque chose que j'ai gardé pour ce moment du récit, quelque chose que je n'avais pas mentionné jusqu'ici parce que j'avais besoin que tu connaisses tout le contexte pour que son poids devienne réel, quelque chose qui s'est produit non pas pendant la Coupe du Monde, mais après, 3 semaines après la finale. J'ai reçu une lettre physique en papier déposée dans ma boîte aux lettres, sans expéditeur. Le timbre postal provenait de Buenos Aires. À l'intérieur se trouvait une seule feuille écrite d'une écriture manuscrite que j'ai immédiatement reconnue, car je l'avais vue auparavant sur la dernière page du document qui m'avait été remis par l'ingénieur sur la clé USB. La lettre était de l'ingénieur. Il m'écrivait depuis l'hôpital. Il n'a pas dit lequel. Il écrivait qu'il avait été malade à l'automne, qu'il avait eu beaucoup de temps pour réfléchir et qu'au cours de ses réflexions, il était parvenu à une conclusion qu'il voulait partager avec moi, parce qu'il sentait que j'étais la seule personne au monde qui pourrait le comprendre. Il écrivait que le modèle construit par son équipe en 2014 possédait une limite fondamentale qu'il avait découverte trop tard. Le modèle prédisait le moment d'attention collective maximale de l'humanité. Il prédisait l'état d'ouverture. Il existait pourtant une variable qu'il ne pouvait pas mesurer, car il n'y avait aucun moyen de la quantifier à l'aide de données conventionnelles. C'était la variable de la réaction. Le modèle pouvait prédire quand la fenêtre s'ouvrirait, mais il ne pouvait pas dire ce que chaque personne déciderait de faire à cet instant. Et ce choix, écrivait l'ingénieur d'une écriture manifestement affaiblie mais résolue, est la seule liberté que nous possédons. Et cela suffit amplement, car l'ouverture du voile n'est pas l'événement. Notre réaction à l'événement est l'événement, ce que nous ferons de ce que nous percevrons, ce en quoi nous déciderons de croire, ce que nous déciderons de protéger, ce que nous déciderons d'ouvrir et ce que nous déciderons de fermer. C'est précisément cela qui détermine si le moment de synchronie maximale deviendra une catastrophe ou une grâce. Il terminait sa lettre par une phrase que j'ai recopiée dans mes notes et à laquelle je ne peux cesser de penser depuis lors,
Le match était un signe. Le signe n'annonce pas la fin. Le signe offre un choix, et le choix est toujours le même. Qui veux-tu être quand le monde entier regarde? Il ne m'a plus jamais écrit. J'ai essayé de le retrouver par l'intermédiaire de l'intermédiaire uruguayen. L'intermédiaire m'a dit que l'enseigneur était sorti de l'hôpital. Il a dit qu'il allait bien. Il a dit qu'il avait demandé à ce qu'on ne le cherche plus, qu'il avait pris certaines décisions concernant la manière dont il voulait vivre désormais. Et l'une d'elles était de disparaître de certains circuits d'information. J'ai compris. J'ai respecté cela et j'ai conservé sa lettre dans les mêmes archives où se trouvent les notes de la clé USB. Les pages écrites de ma propre écriture dont je ne me souviens pas avoir écrites. Et tous les éléments de ce puzzle qui s'assemblent depuis des années sans savoir exactement quelle image je suis en train de créer. Il y a pourtant un autre élément. Un élément que j'ai gardé pour la fin, non pas pour un effet narratif, mais parce que c'est le plus difficile à raconter, le plus difficile à défendre face à un scepticisme raisonnable, et qui pourtant, parmi tous, me semble le plus indéniablement réel. Le 17 décembre 2022, la nuit précédant la finale, j'ai fait un rêve. Je sais que les rêves sont des expériences subjectives qui ne constituent une preuve de quoi que ce soit et que l'on peut expliquer sans recourir à aucune instance surnaturelle. Je le sais. Je l'accepte. Et malgré tout, je te raconte ce rêve, parce qu'il existe des rêves qui sont simplement des rêves. Et il existe des rêves qui sont autre chose. La différence ne réside pas dans leur contenu, mais dans la qualité de l'expérience, dans la manière dont on les ressent de l'intérieur. Dans certains rêves, il existe une clarté sans équivalent à l'état d'éveil, une acuité de la perception, une cohérence interne, l'impression que ce que tu vis est plus réel que la réalité ordinaire. Et non moins, les grands mystiques de toutes les traditions donnaient à ces rêves un nom particulier. Ils les appelaient des rêves d'instruction, des rêves envoyés et non pas produits. Et ce qu'ils décrivent, ce ne sont pas des images, mais des vérités. Dans ce rêve, je me trouvais dans un stade de football vide, totalement vide, sans public, sans joueurs. Il n'y avait que le terrain sous une lumière qui ne venait pas du soleil, mais d'une source diffuse qui semblait se trouver dans l'air même. Au milieu du terrain se tenait quelqu'un, le dos tourné vers moi. Ce n'était pas une figure menaçante, c'était une figure absolument immobile, empreinte d'une sérénité que le rêve transmettait comme une information directe. Comme si l'immobilité de cette figure n'était pas seulement sa posture, mais l'essence de sa nature. Je me suis approché. Quand je fus assez près, la figure s'est retournée et j'ai vu son visage. Je sais que je l'ai vu. Je sais que je l'ai reconnu. Je sais qu'à ce moment du rêve est apparu ce que je pourrais appeler une reconnaissance absolue. La certitude que cette présence était exactement ce que j'avais cherché toute ma vie sans même savoir que je le cherchais. La figure m'a parlé d'une voix qui n'était pas un son, mais quelque chose de plus semblable à une compréhension directe, s'installa en moi sans avoir besoin d'oreilles. Le match n'est pas la fin. Le match est le début. Tout ce que tu as rassemblé. Rassemble-le. Tout ce que tu sais. Dis-le. Tout ce que tu pressens. Protège-les. Et puis ferme tes portes. Non pas par peur, pour créer un espace. Pour que ce qui doit entrer trouve une entrée. Pour que ce qui ne doit pas entrer rencontre une frontière. C'est tout ce que je te demande. Je me suis réveillé. Il était 4h22 du matin. J'ai allumé la lumière. J'ai pris le carnet que je garde toujours sur ma table de nuit et j'ai écrit tout ce que tu viens de lire. À la fin, quand j'ai refermé le carnet, je me suis rendu compte que je pleurais. Non pas de tristesse, à cause de quelque chose pour lequel je n'ai pas non plus de nom précis. Quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance, de la gratitude. L'impression que quelque chose qui avait chuchoté pendant des années avait enfin décidé de parler à voix haute. Le lendemain, l'Argentine a gagné la Coupe du Monde et je ne sais pas si cela a de l'importance. Je ne sais pas si le match était un signe. Si le signe était le rêve,
Si le signe était moi écrivant maintenant ces mots, ou si c'est peut être toi qui les reçois. Je sais seulement qu'il existe quelque chose que je ne veux pas laisser se perdre dans le bruit d'un monde qui produit en une seule seconde plus d'informations que toute l'information générée par l'humanité au cours des 100 000 premières années de son existence, quelque chose que les traditions les plus sages de l'humanité ont exprimé de milliers de manières différentes et que l'on peut résumer en quelques mots. Il existe des moments où la réalité s'ouvre. Dans ces moments-là, ce qui se trouve de l'autre côté n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est qui tu es quand tu regardes à travers elle. Je continue à rassembler les éléments. Je continue à mener des enquêtes. Le père Alphonse et moi avons repris contact. De nouvelles conversations ont eu lieu. De nouvelles sources sont apparues. De nouveaux documents pointant vers ce qui pourrait être le prochain moment d'ouverture quand il peut se produire. Quelle forme il peut prendre, quel type de préparation peut décider de la différence entre être accablé par lui ou être éclairé par lui. Je ne suis pas encore prêt à parler de tout cela, mais je le serai. Et quand je serai prêt, je veux que tu sois là. Je veux que tu sois abonné à notre chaîne. Je veux que tu aies activé les notifications. Je veux que tu accueilles la prochaine vidéo, non pas en tant que consommateur de contenu, mais en tant que quelqu'un qui connaît déjà le contexte, qui a suivi tout le fil, qui comprend que ce que je fais ici n'est pas du divertissement, même si cela peut parfois en avoir l'air. Ce que je fais ici est ce que j'ai fait toute ma vie, ou rassembler ce qui ne devrait pas être perdu et te le transmettre avant que la vitesse du monde n'ait le temps de l'effacer. Si tu sens comme moi que dans tout cela il y a quelque chose qui touche à une vérité impossible à mesurer mais que l'on peut reconnaître, écris-le-moi dans les commentaires. Raconte-moi ce que tu as ressenti pendant la Coupe du Monde. Dis-moi ici, en janvier 2023, quelque chose a changé dans ta vie. As-tu pris une décision à laquelle tu ne t'attendais pas? As-tu fait un rêve qui ne semblait pas être juste un rêve? As-tu éprouvé un sentiment que tu ne savais pas nommer? Raconte-le-moi, non pas parce que j'ai les réponses, mais parce que les réponses se trouvent dans la somme de toutes les voix. Elles se trouvent au moment où un nombre suffisant de personnes prononcent à voix haute ce qu'elles ont longtemps gardé sous silence. Elles se trouvent dans la convergence et en attendant, pendant que tu prépares ce que tu veux dire, pendant que tu décides si ce que tu as entendu mérite une réponse, une réflexion, un souvenir ou une reconnaissance, permets-moi de te dire encore une chose. Le signe confirmé par la Coupe du Monde n'était pas un signal d'alarme. Ce n'était pas le signe de la fin. Si j'ai bien compris tout ce que j'ai rassemblé, si les sources disent ce que je pense qu'elles disent, si le rêve de ce matin de décembre contenait ce que je pense qu'il contenait, c'était le signe d'un début, le début d'une époque où la distance entre le visible et l'invisible, entre ce que nous savons et ce que nous pressentons seulement, entre ce que la science sait mesurer et ce que peut ressentir la plus profonde expérience humaine, va continuer à diminuer, non pas soudainement, non pas de manière dramatique, mais de la même manière que l'aube se lève, progressivement, inexorablement, remplissant de lumière des coins qui, un instant plus tôt, étaient encore plongés dans l'ombre, et à cette aube, l'instruction sera la même que celle qu'elle a toujours été ferme tes portes devant ceux qui ne méritent pas d'entrer. Ouvre-les en grand devant ceux qui le méritent. Apprends à distinguer l'un de l'autre, et quand tu ne sauras pas les distinguer, reste immobile, attends et écoute, car le signal finit toujours, tôt ou tard, par parler assez clairement à celui qui possède le silence nécessaire pour l'entendre. Je l'ai entendu tard. Peut être après trop d'années à tourner autour de quelque chose dont le fait de le nommer m'a coûté plus que ce qu'il n'aurait dû. Mais je l'ai entendu et je suis ici en train de te le raconter. Parce qu'en fin de compte, c'est la seule chose que je puisse faire avec ce que je sais, te le transmettre et avoir confiance que tu sauras quoi en faire mieux que je ne savais quoi faire quand je l'ai reçu moi-même. Le match est terminé. Le signe a été donné. Ce qui va se passer maintenant dépend de nous. As-tu toi aussi gardé trop longtemps quelque chose sous silence dans les commentaires? Il y a de la place pour toi.
et je le promets. Je le lis tous.